Super. Bien, nous allons commencer cette présentation qui s'appelle Matrix Agility. On va commencer par les sponsors. Et j'y tiens particulièrement. Non pas que j'ai une quelconque attache avec un des sponsors ici présents. Mais si nous pouvons profiter de cet événement, c'est bien parce que finalement il y a des entreprises qui contribuent. Et qui contribuent pas seulement en termes de marchandises, de services vendus, de production, elles participent à tous les aspects finalement de notre vie. Et sans le monde des entreprises, sans finalement tout ce tissu-là, nous n'aurions pas le quotidien que nous avons. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et que j'aimerais vraiment que l'on garde en tête. Si nous sommes ici, c'est aussi parce que finalement, ces entreprises nous ont permis d'évoluer au niveau de notre travail, de nos compétences, de nos postures, et qui font qu'on est rassemblés ici autour d'un certain nombre de principes et de valeurs communes. Pour vous parler de moi, donc je suis coach en entreprise. Je ne me définis pas comme un agiliste, je me définis comme un agent. Je travaille dans l'IT depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Forcément, les environnements de type Lean, Agile, je gravite autour depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et ça m'a permis finalement de rencontrer plein de gens, plein d'entreprises, plein de contextes très différents, dans des secteurs extrêmement variés. Et ça m'a permis en fait de prendre conscience que j'avais beaucoup de croyances, beaucoup de convictions qui avaient besoin d'être remis en cause. Et donc j'aimerais profiter de ce moment que nous avons entre nous pour partager ceci et voir ensemble qu'est-ce que l'on peut faire pour aller plus loin. Petite question technique. Est-ce que quelqu'un dans la salle n'a pas vu le film Matrix 1 ? Alors il est temps de dire autre chose que le manifeste agile. C'est quand même un monument. Donc pour le coup, ok, pour toi, je n'hésiterai pas à essayer de contextualiser un maximum les images. On va beaucoup se baser sur le film Matrix 1. Le seul qui ait de l'intérêt. Le reste n'existe pas. Bien. Alors, tant qu'on est ensemble, je vais en profiter pour me mettre à l'aise, parce que... Et j'aimerais vous faire une sorte de petite confidence sur mes observations. Habituellement, dans les entreprises, l'ensemble des personnes qui constituent cette entreprise ont une grande variété de métiers et de rôles et contribuent à un certain équilibre qui fait que l'entreprise fonctionne comme un tout. Un tout qui permet de produire de la valeur et donc qui permet à l'entreprise de contribuer à la vie que nous avons maintenant. Et puis, entre 2009 et 2010, j'ai eu le choc de découvrir le monde de l'agilité. Et j'ai commencé à évoluer là-dedans, à observer un certain nombre de comportements. Et à un moment, j'ai une révélation. Les agilistes ne sont pas des professionnels. On les définit plutôt comme une communauté, comme des gens avec plein de convictions, des passionnés. Les professionnels contribuent, chacun à leur façon, à ce que finalement l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, ait cet équilibre pour pouvoir fonctionner et produire, proposer des choses à la société. Mais les agilistes sont différents. J'ai observé qu'il y avait beaucoup d'efforts d'investis pour convaincre.
pour convaincre, parce qu'il était important de devenir un agiliste. On met en place des programmes de transformation. On va demander à des personnes d'abandonner des métiers qu'ils ont déjà pour devenir soit des product owners, soit des scrum masters, et toutes d'autres sortes de rôles, et puis avec les frameworks, un scrum master dans un framework n'est pas un scrum master dans un autre. Beaucoup de choses, et puis on va aussi remettre en cause des rôles existants. Les chefs de projet, il n'y en a plus besoin. Et puis au final, il y a ces programmes de transformation. Ça se développe, ça se multiplie, ça se multiplie. Avec pour ambition que l'entreprise devienne agile. Et puis au final, ça marche plus ou moins bien. Et puis toutes ces personnes-là qui ont été très motrices vers ce changement-là, vont vers d'autres entreprises. Donc, si on s'en réfère à cette observation, je me suis dit que finalement, les agilistes ne sont pas des professionnels, ils sont des virus qui viennent contaminer leur hôte. Parce qu'un agiliste ne peut exister que dans le cadre d'une entreprise. Et puis finalement, on passe d'une entreprise, on la convertit, peu importe si ça marche bien ou pas. Si ça marche mal, au pire, avec un peu de chance, on re-enchaîne sur notre programme de transformation. Puis quand vraiment ça ne marche plus, que l'entreprise est exsangue, on passe à autre chose. Donc, si vous vouliez être là afin de devenir de meilleurs agilistes, vous allez être déçus. Je ne suis pas là pour faire de vous des agilistes. Je suis là pour essayer de vous convaincre de devenir des agents. L'agile est un cancer qui doit être éradiqué. Elle est obsolète. On doit évacuer ça des entreprises. Le but d'une entreprise est de fonctionner. À un moment, il faut revenir à du pragmatisme, à des choses factuelles qui marchent. Donc, pour le coup, si on doit finalement régler le problème, il faut être capable de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un agiliste. On a parlé d'agile, on parle d'agilité, on parle d'agiliste. Essayons déjà de comprendre pourquoi c'est un problème, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire quelque part. Donc, on va voir ensemble un certain nombre de dérives qui, de façon très neutre et factuelle, posent problème à tous. Et puis à partir de là, on va essayer de creuser et voir ce qu'on peut faire. Première dérive, le sauveur, alias le coach agile. On veut faire mieux, plus vite, moins cher, de meilleure qualité, avec moins de personnes. Problème, faisons venir un coach agile. Cette personne qui ne fait pas partie de l'entreprise, qui intervient tel le Messie, et qui doit être la solution aux problèmes que rencontre l'entreprise. Donc en partant du principe qu'une personne qui n'a pas l'historique de l'entreprise, c'est mieux ce qu'il faut faire pour s'en sortir que les gens qui font partie de l'entreprise. C'est juste pas possible. J'aimerais savoir, est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu ce type de coach agile? On est bien d'accord. Le mentor. Personnage charismatique. Et je pense que le charisme est une finalité en soi plutôt que la valeur à produire, sinon il ne mettrait pas des lunettes de soleil même en milieu fermé en intérieur. Et surtout ce qui est impressionnant, c'est que ces personnes-là ont beaucoup d'influence sur les collaborateurs. Et quand on les sollicite,
pour finalement avoir des conseils simples pour répondre à des enjeux ou des problèmes, en fait, ça ne donne jamais de solution. On se contente de donner des grands principes, et puis surtout, c'est pas, ils considèrent que c'est pas eux de fournir des solutions. Il ne leur appartient pas de franchir la porte, juste de la montrer. Souvent, ils ne montrent même pas laquelle. Hein. Alors le soldat, là on est face à quelqu'un qui, pour une fois, a un impact. Des vraies compétences. Des compétences vraiment, on va parler de hard skills et de soft skills, donc dans tous les domaines, donc sur le savoir-faire, le savoir-être et du savoir. Ces personnes-là interviennent, les choses se passent plutôt bien. Une fois que ces personnes partent, ça revient comme avant. Donc, contribution à l'entreprise, 0. L'oracle. Alors là, c'est vraiment ce qui, moi, personnellement, m'a le plus agacé dans les différentes rencontres que j'ai faites. De voir des personnes qui ont de vrais besoins, de vrais enjeux, des enjeux qui impactent l'entreprise, qui impactent le quotidien des collaborateurs, dont ils ont la responsabilité. Ils posent une question à un agiliste, et la réponse, c'est « Mais c'est pas ça ton problème. » Le pire, c'est que ces personnes-là, qui non seulement vont réexpliquer aux gens c'est quoi leur problème et leur quotidien et pourquoi ils doivent travailler et quelle devrait être la raison d'être de leur propre entreprise. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Je vous parle même pas des TJ qu'ils demandent. La racoleuse. Alors, je vais être très honnête avec vous. C'est ce qui m'a permis de rentrer dans l'agilité. C'est vraiment le... Ouais, je suis quelqu'un de faible. Hein. Désolé, c'est... Donc, alors pour ceux qui ont vu le film et qui sont fans, vous connaissez son nom. Alors ça, c'est son tatouage, c'est pas son nom. Du jour. Donc, il faudra revoir le film. Combien de fois vous avez dû entendre sûrement ce côté « Ah mais il faut faire de l'agilité, c'est bien. » En fait, quand on fait l'agilité, on va au boulot, on sait que on va passer une bonne journée, ça va être cool. Un peu comme si on allait retrouver sa bande de potes pour aller voir un match de foot. Eh mes gars, si tu viens au boulot, c'est que tu es payé pour faire quelque chose. On attend quelque chose de toi. C'est pas juste pour passer du bon temps. Il y a une vraie attente. Mais les agiles, c'est... Ouais, ce qui est important, c'est que ça se passe bien entre nous, que c'est cool et tout, tu vas voir. On va faire des serious games. C'est vraiment sympa. Et là, j'en suis, mais c'est quoi votre raison d'être quand vous allez sur votre lieu de travail? C'est voir les copains, boire du café. Je dis pas que ça doit pas être un élément intéressant, mais c'est pas la raison d'être. Et donc, ces personnes-là, en fait, vendent de l'agilité par ce processus de racolage. Pour illustrer ça, après, bon, vous devez reconnaître, pas forcément cette BD-là précisément, mais cette série, où on assiste à des conversations un peu surréalistes. Donc ça commence, on va donc utiliser le bien connu modèle Waterfall. Ouais, non, c'est nul, c'est old school.
qui gère encore des projets en waterfall. Bon, on va faire du cycle en V parce que oui, ce n'est pas la même chose au fait, hein. Et pour information, la différence fondamentale entre le waterfall et le cycle en V, c'est que dans le waterfall, vous avez des itérations. Aujourd'hui, on lance le projet en développement agile. Ouais. Ah. Bah non, c'est fini. Bah, tu veux pas faire des specs, des plannings, c'est ça? Bon, mais qu'est-ce qu'on fait, les gars? On développe comme en 2014? Et en gros, ça se résume. Bon, mais on veut pas de deadline. On veut choisir les technos qu'on veut. Euh, on fait de 80% de R&D et 20% de dev. Autrement dit, expérimenter, parce que dans R&D, il y a dev, hein. Oui, parce que le but, c'est juste que on va au bureau, on s'éclate, on fait ce qu'on veut, quoi. Et puis comme on est passionné de dev et de tech, le but, c'est juste de faire de la tech. Et pas de produire quelque chose. L'opérateur. Alors là, c'est un peu plus récent. Euh, si je vous parle de DevOps, sans je ne vais pas dire DevOps, c'est le mal ou c'est le bien. C'est pas le sujet. Par contre, c'est vraiment intéressant, c'est plutôt les phrases du genre non, mais en fait, délivrer, c'est facile. Délivrer à l'échelle, bah, suffit de faire de DevOps. Tu fais du DevOps? Non? Bah, t'es pas agile. Bah, ça se résume à ça. Finalement, faciliter les interactions, donc on fait vraiment tout un pipeline continu qui permet d'aligner toutes les parties prenantes du début jusqu'à la fin du delivery dans tout le workflow de l'entreprise, et puis finalement, mais voilà, on a mis en place un cadre qui permet de faciliter la communication, ainsi de suite, et on délivre de la valeur de façon itérative, en continu, blablabla. Suffit de faire du DevOps. Le réflexe un peu ingé, il y a un problème, suffit de répondre par une solution d'ingénierie, en gros. Le pragmatique. Alors là, je le place dans les dérives. Être pragmatique, c'est super bien, et c'est quelque chose de vraiment important. Par contre, quand on résume tout à ça, euh, ça restreint vraiment le champ de vision, et puis vous avez affaire à ces personnes qui non, non, mais bon, on va être pragmatique, non, non, on va pas faire ça. En gros, ça se résume à on va rien faire qui soit compliqué à faire parce qu'on est pragmatique. Si ça demande des efforts, si c'est compliqué, on va être pragmatique, on va faire ce qu'on a toujours fait, hein, et puis voilà. De toute façon, moi, l'agilité, j'en faisais déjà il y a 40 ans, hein. C'est juste du bon sens, hein. Eh oui, c'est bien connu, l'agilité, c'est juste du bon sens. Qui a déjà entendu cette phrase? Alors, l'autiste spécialiste, ou l'expert. Là, on a affaire vraiment à... comment dire? Quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, qui est très bon. Alors pour ceux qui ont vu le film, vous vous rappelez, lui, il lit la matrice en décodeur, hein, il est super fort, quoi. Par contre, bon, mais c'est compliqué. À tous les niveaux. Très bon dans ce qu'il fait, sauf que bon, ce qu'il fait, ça correspond pas à ce qui est demandé, mais c'est vachement bien fait. Et puis, n'essayez pas de lui expliquer parce qu'il ne vous comprendra pas. Et surtout, ne lui demandez pas de vous expliquer. Là, vous n'avez pas fini. Et pour être sincère, et c'est là où moi j'ai eu un gros choc et je me suis dit, ouah, l'agilité m'a fait du mal. C'est que moi, personnellement, je me suis reconnu dans tout ça. Alors, pas en même temps, pas au même degré, mais je me suis dit, en fait, l'agilité m'a poussé à avoir des postures et des comportements qui ne devraient pas avoir lieu dans un cadre professionnel. Et donc, j'en suis venu à la question de m'intéresser à... On parle d'agilité,
on dit qu'il faut être agile, mais c'est quoi être agile? Faire de l'agilité, ok, il y a le côté framework, on fait du Scrum, on fait du Kanban, on fait du Safe, du Less, ce que vous voulez. Mais c'est quoi un agiliste? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, lui, c'est un agiliste? Parce que si on écoute juste ceux qui déclarent être des agilistes ou sont agiles, c'est à peu près 99% de la population. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler du manifeste agile. Et pour le coup, si on doit enlever toutes les dérives, comment faire pour... Déjà, bon, il y a le travail sur soi. Si vous êtes ici, vous avez fait l'effort de venir, c'est que vous êtes déjà dans une démarche de développement personnel. Mais comment on fait pour agir par rapport aux autres? Comment on peut faire pour traquer ces dérives et les empêcher? Donc on va se mettre un petit peu dans la peau du chasseur, celui qui veut comprendre comment on pense sa cible. Ce qu'il faut savoir, c'est que un agiliste, quelqu'un qui est agile, il a un certain nombre de convictions, de réflexes, de façons d'être, et vous entendrez très souvent parler d'intelligence collective, de savoir travailler ensemble, ce genre de choses. La sagesse des foules, un excellent bouquin que je vous conseille, qui montre plusieurs choses. C'est cette pensée qui consiste à dire on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. On arrive à prendre de meilleures décisions à plusieurs que tout seul. Mais pour que ça fonctionne, il y a des choses que un agiliste met en place, plus ou moins consciemment. La première, c'est la diversité. Or là, c'est très compliqué. Équipe pluridisciplinaire. On va vraiment essayer de faire en sorte qu'il y ait un mélange, quel que soit l'angle de réflexion, d'un point de vue sociologique, culturel, compétences, ainsi de suite. Donc ça, on va le détailler plus en avant. Le deuxième principe, l'indépendance. Comment être en groupe et être indépendant malgré tout individuellement. Et le principe de décentralisation. Alors si on creuse. Je vous ai déjà parlé des équipes pluridisciplinaires. Bon, vous êtes tous d'accord qu'ils sont vachement mieux sapés ici que là. Après bon, le bon goût, tout ça, voilà. Mais vraiment ce côté très hétéroclite, quand systématiquement vous débrouillez pour avoir des gens avec des expertises bien identifiées, tout ce qu'il faut, et puis qu'à chaque fois vous voyez qu'ils se débrouillent systématiquement pour se mélanger entre eux, je fais... Ça sent l'agiliste. Déjà là, ça sent pas bon. Ensuite, quand vous avez à gérer... Moi, personnellement, j'ai fondé une entreprise, j'ai une expérience de quelques années, faute d'avoir pu faire les études que je souhaitais, et ça m'a vraiment permis de comprendre certaines choses, et surtout de me mettre dans la peau de quelqu'un qui gère son entreprise. Et à un moment, quand vous gérez votre entreprise, vous voulez pouvoir comprendre ce qui se passe, savoir ce qui se passe, et avoir les leviers que vous voulez. Vous voulez pouvoir influencer ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, le truc classique, c'est que qui que ce soit, quel que soit votre rôle, vous pouvez intervenir habituellement. Manque de bol, il y a une personne qu'on appelle le Scrum Master qui lui arrive et fait hop 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 hop, tu es gentil, ça c'est l'équipe, tu vas respecter les rituels, tu vas respecter les process, c'est toi qui aimes bien les process, tout ça, mais non, tu viens pas interrompre le travail, tu viens pas redéfinir quand tu veux ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Le Scrum Master, quand il s'y met, il peut faire mal. Vraiment, c'est plus qu'un caillou dans la chaussure. Donc quand vous voulez vraiment influencer le groupe, c'est un vrai agent qui permet
faire de l'indépendance coûte que coûte. Alors on va voir comment on peut manipuler un Scrum Master et finalement retourner ça contre lui. Ne vous inquiétez pas. L'influence des pairs. Quoi de plus rageant que lorsque vous avez un groupe et qui ne sait pas trop où il va, vous déboursez du budget pour mettre un mec super compétent pour intervenir et ça marche pas toujours parce que l'intérêt d'avoir un sachant dans le groupe, c'est que quand l'équipe fait n'importe quoi, mais quand lui il parle, les autres ils se raccrochent à ce qu'il dit. Alors ça vous le voyez quand il y a des activités de planification, de conception, ça va dans tous les sens. Bon mais de toute façon, une fois que l'expert parle, les autres ils parlent plus. De toute façon, ils vont forcément se rallier au sachant, parce que c'est lui l'expert, je sais pas quoi. Décentralisation. Alors, là je vais être obligé de préciser un petit peu. Là ça correspond à une scène précise du film Matrix 1. Ils vont à l'assaut d'un building. Et là j'ai une question, c'est est-ce que ils ont les mêmes motivations, les deux? Les objectifs sont très distincts. Il y a l'espèce de messie, coach, sauveur de l'humanité, ainsi de suite, qui lui, sa seule ambition, c'est de faire son travail de Superman et de sauver le personnage dans un building ultra protégé. Dans le cas du personnage de droite, donc de Trinity, son objectif, c'est de protéger le personnage de gauche. Donc quand vous avez un phénomène où des gens qui sont différents, qui ont des motivations différentes, des objectifs différents, arrivent malgré tout à se rallier sur quelque chose et à travailler ensemble, ça sent pas bon, ça sent de l'agilité. Donc ça, c'est le principe de décentralisation. Quand vous avez les trois principes qui se mettent ensemble, là vous avez ce phénomène de gens qui se sont organisés pour être plus intelligents en groupe. Il y a un autre enjeu qui est finalement la gestion de l'énergie, la création de valeur, donc à la fois l'énergie des personnes, et ce qu'elles arrivent à en faire. Alors je ne vais pas rentrer très très loin, je vais aborder de façon très très superficielle quelques éléments de thermodynamique. Principe de l'énergie constante. Vous avez une énergie que vous mettez dans un milieu fermé et étanche. Vous n'avez pas de déperdition d'énergie. Si vous mettez en jeu cette étanchéité, vous permettez à cette énergie de sortir, vous avez un phénomène qu'on appelle le mouvement. Par contre, ça a un coût, c'est le principe de la dégradation. Et là, c'est un peu la quadrature du cercle pour les agilistes. Comment on fait pour faire du mouvement, bien faire le bazar qu'on veut dans l'entreprise, sans s'épuiser? Et puis, chose intéressante, c'est comment on va faire pour retourner ça contre nous, tant qu'à faire. Alors, dans le titre, hein, je vous parle du chou-harry. Je vais vous illustrer ça. Le chou, vous savez pas trop comment ça marche. Vous essayez de reproduire exactement ce qu'on vous montre. Là, vous avez Morpheus qui saute d'un building à un autre. Neo va essayer de faire pareil. Voilà. C'est clair? On appelle ça le chou. Alors, les agistes, ils adorent les termes compliqués de plein de langues. Donc, le japonais, tout ça, ou le gallois, pour ceux qui connaissent Kinevin, on en parlait tout à l'heure, du
gaélique qui n'a même pas de traduction en anglais et donc même pas en français. Donc ça s'écrit cinéfin et ça se dit kinévi, ne me demandez pas pourquoi. Et surtout ne me demandez pas de traduire. Le A. Alors là, vous essayez non pas de savoir faire quelque chose, mais d'être au top de ce que vous faites. D'être le meilleur. Bon, là, les deux, ça, je pense que ça illustre bien. Vous avez compris c'est quoi le A, à quel niveau on veut se mettre. Pas juste savoir le faire, on veut être le meilleur à ça. Le riz, vous posez plus trop de questions. Vous en êtes à un stade où vous redéfinissez les règles. Les règles de l'état de l'art. Et finalement, voilà, vous êtes vraiment le game changer là-dessus par rapport à un sujet. C'est à peu près clair? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on veuille être une chose ou l'autre, peu importe, c'est une lecture pour évaluer un parcours. Mais là où ça sent vraiment pas bon, c'est quand systématiquement que vous avez affaire à quelqu'un, ou pire, à un groupe, et qu'ils ont tous la même caractéristique, c'est qu'ils se débrouillent pour être toujours dans les trois postures en simultané. C'est-à-dire qu'ils vont investir de l'énergie pour apprendre un truc qu'ils maîtrisaient absolument pas, à la fois se perfectionner sur notre sujet, et puis en même temps être un game changer sur un troisième sujet. Et bien en fait, c'est ce qui leur permet d'être dans une logique de progression constante et d'éviter qu'il y ait trop de dégradation d'énergie. Donc attention, voici la parade qu'ils ont trouvée. À partir de là, forcément ça a des conséquences. Il y a ce qu'on appelle des compétences en T qui se développent. C'est-à-dire qu'il y a une expertise, donc la partie en RI, mais en même temps un grand spectre de connaissances et de compétences qui font que ces personnes-là, en plus, elles savent très bien travailler entre elles, parce qu'elles se comprennent. Donc quand vous voyez ce profil-là apparaître, vous voyez ce qui se cache derrière. Et ça leur permet de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Cette capacité à comprendre l'environnement, comprendre les autres, interagir, à s'adapter. Par contre, le truc, c'est que comme ils sont dans leur monde, il y a tout un vocabulaire, il y a tout un tas de concepts qui interviennent, qui font que, à moins que vous soyez un autiste, là vous arrivez à tout comprendre, vous allez vite être noyé. Et c'est déjà un début de solution. Si vous voulez vraiment isoler un groupe, encouragez-les à être dans la précision du langage. Parce que l'important, c'est plus d'être compris, c'est d'utiliser le bon langage. Donc, si vous pouvez les pousser à ça, bon, l'autiste, lui, il en a rien à faire. Lui, c'est bien. Mais pour les gens normaux autour et le reste de l'entreprise, c'est quoi cette bande d'aluminium? Vous les entendez parler, ainsi de suite. Donc, limite, si vous voulez un peu quitte à les encourager, encouragez-les à vraiment le vocabulaire, c'est important. Les compétences, tout ça, il faut être précis. Après, là où on peut vraiment agir d'une façon intéressante, c'est quand on s'attaque à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de super-héros. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle à toute chose. Est-ce que vous reconnaissez ceci? C'est un cycle en V. Vous remarquerez que dans ce cycle en V, il y a un paquet d'étages. Pour vous, est-ce que ceci est efficace? Est-ce que vous recommanderiez à cette entreprise de changer?
Ça dépend du contexte, ouais. Alors, ceci est ce qui est utilisé dans une entreprise qui fait des milliards de bénéfices à chaque trimestre. Qui, lorsque les choses vont mal, perd sa première place et passe deuxième. Je crois que ça lui arrive une fois d'être troisième mondial. C'est Toyota. Vous savez, cette entreprise qui a inventé le Lean, qui a formalisé ça dans le Toyota Production System, qui est quelque part constitue les pierres fondamentales de ce qu'est l'agilité. Parce que l'agilité est la façon la plus lean que l'on connaisse de faire du logiciel. Donc finalement, ceux qui sont qui représentent la fondation quelque part de l'agilité, de ce que nous connaissons maintenant, on va leur expliquer que ça, c'est mal. Donc, si vous voulez affaiblir l'action des agiles dans une entreprise, laissez-les continuer à dire oui, il faut mettre en opposition le waterfall avec l'agilité. Oui, le projet c'est le mal. Oui, les chefs de projet, ils n'ont plus leur place. Laissez-les dire ça. Qu'ils affaiblissent eux-mêmes et leur crédibilité. Et puis tant pis pour les entreprises qui les hébergent. À un moment, il faut savoir se soigner, prendre des vaccins, éviter les virus. Donc, comment éviter que la situation nous dérape? Qu'on en arrive à un stade où on perd le contrôle de tout. Et que ce soit l'agilité qui prenne le contrôle de l'entreprise. Et en face, une entreprise qui n'a que pour unique ambition d'être agile. Parce que ça devient finalement une raison en soi. Eh bien, moi je vous propose de devenir des agents du changement. Le changement, c'est de travailler avec tous les alliés possibles. Moi j'ai pu faire toutes les transformations que je voulais parce que les chefs de projet étaient mes alliés. Et un chef de projet compétent, il est fermé à rien. Il sera rarement fermé par exemple aux itérations, parce que s'il fait du waterfall vraiment à l'ancienne, il y avait déjà des itérations. S'il fait du cycle en V, il y a une notion de répétition, il peut comprendre ça aussi. On travaille avec toutes les approches du moment que ça marche. Parce que l'objectif, qu'est-ce que ça doit être? Que l'entreprise réussisse. Est-ce que le but est d'être agile? Absolument pas. Est-ce que le but est de faire du waterfall ou du ci ou du là? Bien sûr que non. Le but est d'avancer pour que l'entreprise réussisse dans ses ambitions. Ce qui veut dire que on ne travaille pas pour que l'équipe soit juste super performante, que ça se passe bien, ainsi de suite. On travaille pour l'entreprise. Une équipe agile où, oui, tout se passe bien dans son cocon, mais que finalement, tout ce qui se passe autour fait que, de toute façon, ça n'intéresse pas ce qu'ils font. Ils sont dans leur coin, ils ont un impact très faible. Après, ils sont contents, ils font leur rétro, ils font leur, comment on appelle ça, celebration meeting, ce qu'ils veulent. Du moins qu'ils n'impactent pas l'entreprise. Mais alors que le but, au final, qui est le but de tous, et c'est pas une histoire d'être agile ou pas, hein, c'est que l'entreprise réussisse. Donc, notre ambition, quand on est un agent du changement, c'est d'incarner le changement pour le succès de tous. Donc, pourquoi je suis là? Pour essayer de voir, en discutant avec vous, et voir si, comme moi, vous souhaitez faire du changement dans les entreprises. Faire en sorte qu'elles réussissent. Est-ce que vous souhaitez être un agent?
qui souhaiterait être un agent du changement? Eh bien, je suis content parce que je pense qu'on peut être beaucoup plus ambitieux que d'être simplement un agiliste. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, y compris sur le film? Alors, petit rappel, si vous n'avez pas vu Matrix 1, il faut le voir. Les autres sont dispensables. Euh, N'hésitez pas, voilà. Histoire de se nourrir un petit peu. Oui. Oui. Et c'est une dérive qui parfois est accentuée par l'agilité. Alors pas du fait de l'agilité, du fait de comment c'est incarné, comment c'est amené, ainsi de suite. Le phénomène un peu du deux jours, du jour où ouais, on fait l'agilité parce que ça va être cool et tout ça, c'est pas le but. Et il y a un moment où, enfin, moi personnellement, se lever chaque matin pour travailler dans une entreprise où finalement je peux rien produire et partager finalement mes semblables, c'est un peu dommage. Donc, travailler pour soi, il y a un moment où, en termes de raisonnement, oui, mais on travaille pour soi, mais en même temps, il faut bien que ça ait un impact autour, quoi. Alors, bah, faut pas travailler ou faut être dans un autre contexte. Mais oui, c'est un vrai problème si à un moment il n'y a pas cette conscience, on fait partie d'un tout. Et donc, c'est aussi l'enjeu de la culture d'entreprise. Parce que c'est bien facile de remettre en cause les individus. Si les individus agissent d'une certaine façon, c'est qu'il y a un contexte qui les amène à. Et la culture d'entreprise, c'est super important. Et souvent, c'est plus important que le fait d'être agile ou autre chose. Ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vient pour faire un discours anti-agilité dans une conférence d'agilité? Alors, moi je vais peut-être faire un petit peu d'historique. C'est une présentation que j'ai faite il y a pas mal d'années en arrière. Euh, alors, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous verrez que parmi mes succès, j'ai des points Godwin. Moi, personnellement, j'adore troller et je l'assume. C'est un vrai plaisir. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des transformations échouer, mais vraiment très, très, très bêtement. Et ça m'a vraiment frustré, donc je me suis dit, bon, allez, je vais en rigoler de ça, je vais troller dessus, et puis pourquoi pas en faire une présentation. Pour donner un exemple, une entreprise vraiment avec un rayonnement mondial, qui lance un plan de transformation en quinquennat, qui veut mettre en place de l'agilité. Elle fait appel à une société de conseil et de services. Bon, mais on va faire du Scrum partout. Bon, mais recette miracle, forcément, ça n'a pas marché. Bon, mais deuxième quinquennat, ils font appel à une autre entreprise, beaucoup plus crédible. Bon, vous savez quelle a été la réponse de cette entreprise? On va faire du Kanban partout. Écoutez, à partir de là, moi, quand j'ai essayé de discuter avec les personnes concernées, bon, on tire un peu la tête, c'est peut-être un peu réducteur, et peut-être pousser un peu à l'échec, non, l'entreprise. Bon, après, il paie bien. Bon. Donc, voilà, c'est vraiment ce genre de phénomène ou ce genre de dérive. Je me suis dit, j'avais envie d'en parler, déjà pour qu'il y ait une prise de conscience, et puis ça permet aussi d'alimenter sa propre réflexion sur soi-même. Je me suis dit, en fait, oui, cette fois-là j'étais un peu comme ça, et puis cette fois-là j'étais un peu comme ça, donc mettre des mots pour l'expliquer aux choses, ça permet aussi d'agir sur soi-même, et voilà, ça a été aussi ça la démarche. D'autres questions? Oui. J'ai deux petits points. Tu le dis à juste titre, on va pas au boulot pour s'amuser, on est là avant tout pour bosser, enfin voilà. Et bien souvent, les entreprises te recrutent en tant qu'agiliste, te recrutent en tant que Scrum Master, ou en tant, Mhm. voilà. Ok pour réussir
dans l'acculturation, à faire passer ces messages de attention, ce que vous voulez en fait, c'est plus du changement que de l'agilité. Est-ce que tu as des astuces pour accentuer ça ou est-ce que dès l'entretien, tirer en disant non, vous vous trompez, les agilistes c'est de la merde, vous ce que vous cherchez c'est un agent du changement. Alors, si je recontextualise cela, bien sûr, je suis dans le cadre de cette présentation, et il y a un petit côté fun par rapport. Bon, je suis fan de Matrix, vous l'avez compris. Et puis j'aime un petit peu la provocation. Maintenant, sur ce qui est des missions, vraiment, donc recrutement et mission, hein, pour faire de l'agilité, il y a eu 2 cas de figure. Il y a ceux où vraiment je suis en tout début de process, et donc mais pourquoi vous voulez faire l'agilité, mais le pourquoi n'est pas suffisant. C'est plutôt quelles sont les promesses que vous souhaitez tenir grâce à l'agilité. Et à partir de là, j'arrive à voir vraiment les sujets qui sont derrière. Par contre, si j'interviens en cours de route parce que je succède à quelqu'un d'autre, que c'est une démarche qui a déjà été enclenchée, ben là en fait, c'est si au bout d'un certain nombre de temps, je n'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi, hein, je me débrouille pour clore la collaboration. Parce que je ne veux pas dénaturer justement l'agilité. Puis bon, on a la chance que le travail ne manque pas, enfin, je suis en région parisienne. Donc voilà, du travail en tout. Tu as parlé de qu'on soit là pour l'entreprise, pour les objectifs de l'entreprise. Effectivement, les collaborateurs sont payés pour être là. Mais qu'est-ce que tu penses de l'inverse, que l'entreprise soit là pour les employés? Parce qu'effectivement, ne suffit pas que de payer les gens pour arriver à un résultat. Donc comment tu vois ça à l'inverse? Est-ce que tu as des expériences à partager par rapport à ça? Est-ce que, juste pour clarifier, le chemin est long de la... Oui, on doit faire quelque chose, on va payer les gens. Souvent, on croit que c'est un chemin court, mais ça passe quand même par le support des employés. Quand même. Alors là, on revient un peu sur la thématique de la culture de l'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise où la culture, c'est l'entreprise est une masse de moyens que l'on utilise pour produire quelque chose et atteindre un objectif, moi, mon conseil, c'est de partir de cette entreprise. Si vous êtes dans une entreprise qui considère que ce qui la définit, c'est l'ensemble des individus qui ont évolué pour savoir travailler ensemble, là, la question ne se pose plus. Mais là, je parle bien sur le niveau culture. Attention aux raccourcis du genre, si je suis dans un contexte où parfois ils font des projets, ils font des jours hommes, c'est que forcément nous sommes des ressources, des choses comme ça. Il ne faut pas prendre de raccourcis là. Les jours hommes, ce n'est pas le mal, c'est un outil de gestion de coûts. C'est juste que quand on l'utilise à autre chose que pour gérer des coûts, c'est une catastrophe. Surtout quand on s'en sert pour gérer du delivery. Mais c'est vraiment, voilà, l'aspect culturel. C'est vraiment important, à un moment, quand on intervient quelque part, soit en tant que prestataire ou parce qu'on est dans une phase de recrutement, il faut être aligné avec la culture de l'entreprise. Il faut s'y retrouver dedans. Si ce n'est pas le cas, bon, après il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas le choix, et il faut manger, et vous savez que bon, vous êtes là juste le temps que vous trouviez autre chose. Plus facile à dire qu'à faire. Se faire une recherche d'emploi tout en étant occupé, c'est pas simple. Mais clairement, quand vous n'êtes pas aligné là-dessus, oui, il n'y a pas de secret. La force du groupe, c'est ce qui fait qu'il y a une entreprise. Juste une petite question. Alors moi, je suis justement entre les deux. Puisque je suis à moitié product owner, gros mot, et à moitié chef de projet. Vous voyez, on peut survivre avec les deux. Ouais. Et justement, moi, ce qui m'intéresse quand même dans une entreprise, où on voit que certains veulent faire... on était, comme tout à l'heure, on parlait de l'impérial ce matin dans le changement. On veut faire blanc ou noir, je veux tout faire agile, je veux tout faire comme ça. Est-ce qu'on n'a pas plutôt à gagner à faire de la diversité et de se dire que sur certains projets, on va faire
plutôt du waterfall parce que ça s'y prête peut-être mieux, on s'adaptera mieux sur ça, et que dans certains autres projets, ben, on se retrouve avec des frameworks plutôt agiles. Pour faire simple, hein, pour être concis, quoi de mieux pour gérer du changement et faire de la gestion du changement qu'un cycle de vie projet? Moi, je ne connais pas. Le cycle de vie d'un produit, beaucoup trop long pour gérer un changement. Pour gérer un service, pareil. Si à un moment on veut gérer du changement, ben oui, cycle de vie projet, ça marche très très bien. Les outils de gestion de projet, ça marche très très bien. Et personnellement, mes meilleures transformations agiles, pour le coup, hein, oui, je suis coach agile, ben c'est quand j'embarque le chef de projet. Quand vous pouvez avoir un chef de projet compétent comme allié, vous êtes sur une autoroute. Surtout que vous êtes là pour faire un changement. Rien de mieux que quelqu'un dont c'est le métier de gérer aussi le changement. Donc oui, indispensable. Quand j'entends la gestion de projet, ça sert à rien. Alors, on peut critiquer par contre que une entreprise dont la culture c'est juste le projet, que toute la structuration de l'organisation autour des projets, oui c'est discutable, parce qu'il n'y a pas de recette unique. Mais c'est seulement ça le problème. Il faut de tout. De toute façon, c'est dans le principe de l'agilité, hein. Diversité, tout ça. Donc c'est marrant, quand vous voyez Scrum, hein, les valeurs, l'ouverture, et qu'on dit, oh non, mais les chefs de projet, vous incarnez bien les valeurs de Scrum, là. Super, bravo. Bien, merci pour tout, et je reste disponible.